Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, conseil de lecture, car nous sommes en plein été et il est toujours temps de prendre sur son temps de vacances, à la plage, à la montagne ou chez soi lorsqu'on ne travaille pas parce qu'on est justement en vacances, malgré le chaud de cet été qui n'est pas si exceptionnel en réalité, eh bien de lire. Lire, c'est important. Lire, ça nous permet d'ouvrir notre esprit à de nouvelles connaissances, à de nouveaux mondes, à de nouvelles expériences que l'on fait via les personnages d'un roman, par exemple. Et certainement, c'est ce qui nous permet d'apprendre et de même avoir du plaisir. Et donc, enfin, c'est pas la seule manière. Mais enfin, c'est une manière intéressante. Et il est triste de constater que les gens lisent de moins en moins. J'en sais quelque chose. Je suis moi-même, si vous ne me connaissez pas, auteur de plusieurs livres, dont certains best-sellers. Mon tout premier a passé la barre des 300 000 livres vendus, traduits dans 10 langues. Mais je dois constater que mes derniers ils vendent un peu moins. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu plus difficiles, ils sont un peu plus... Ils demandent beaucoup. D'ailleurs, le tout dernier, en revanche, lui, se vend très très bien. Il s'agit de comprendre le survivalisme, qui est un livre, je crois que c'est 14 euros, que je vous conseille évidemment, mais je vous le conseille aussi pour l'offrir. C'est un livre qui permet de comprendre assez rapidement qu'est-ce que c'est que ce survivalisme. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui on va parler de livres d'autres personnes. On va parler de plein de livres. Alors on va commencer par des techniques et on va suivre sur des livres plus divertissants et plus ludiques qui seront idéaux pour la plage ou pour vos vacances. Alors, le premier livre, un peu technique, et pour commencer, je suis obligé d'aller un peu loin dans le temps, c'est parce que, vous savez, quand on parle d'évolution, évolution des espèces, évolution des êtres, voilà, on a commencé par des rats, puis on a fini humain, en passant par les singes et tout ça. Ce qui est souvent débattu, c'est un aspect idéologique. C'est que Dieu nous a créés comme ceci. Non, c'est pas vrai, c'est la science, etc. Oui, non, mais d'accord, la science explique le fonctionnement des choses, ne donne pas le pourquoi. C'est pour ça que c'est idiot, j'en parle d'ailleurs dans mon livre Survivre à la peur, c'est idiot de combattre la foi par la science et de combattre la science par la foi. Ça n'a aucun sens. En revanche, les gens parlent souvent d'évolution sans avoir rien compris ni lu sur le sujet. Et donc, avant de vous parler du livre dont je vous conseille, bah tiens, je vous le conseille aussi, c'est de relire, parce que personne ne l'a lu, Charles Darwin, L'origine des espèces, qui est donc le livre original de Charles Darwin, écrit en 1800, enfin sorti en 1850, 59, et qui explique en fait, qui donne le point de vue de Charles Darwin sur pourquoi on a des espèces, pourquoi on a des végétaux et des animaux si différents, et pourquoi ils ont autant de points communs. Euh, un créateur, probablement, ferait les choses un petit peu différemment. Alors pourquoi la nature, si on veut, en arrive là? Et Charles Darwin émet des hypothèses. Il n'a pas la capacité de comprendre la génétique en 1859. Il n'a que l'observation, il n'a que l'intelligence des grands chercheurs du 19e siècle. Et donc je vous conseille ce livre, évidemment, pour comprendre comment, selon Darwin, les mécanismes de base que sont la sélection sexuelle et les mutations, selon lui. Il ne dit pas ça mutation, mais il dit qu'il y a des changements, il y a des variations, il appelle ça la variation et l'adaptation, en plus de la sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'en général, dans une espèce, la femelle ou le mâle choisissent, c'est souvent la femelle qui choisit, quel est le meilleur mâle avec qui se procréer. Et donc, si elle choisit des mâles grands, elle aura tendance à avoir des enfants, des petits, des œufs, ça dépend de l'espèce, grands. Et si elle choisit des petits, elle aura des petits. Si un être humain épouse des singes idiots, elle va avoir des enfants à moitié singes, à moitié idiots. Si, elle, si une femme choisit des hommes riches et intelligents, elle risque d'avoir des enfants intelligents. Voilà, riche, c'est pas sûr. Bon, enfin, bah, en tout cas, une fois que vous avez compris la théorie de l'évolution selon Darwin, vous allez pouvoir la démonter, si votre souhait est de la démonter. Mais avant de la démonter, je vous conseille ce livre, le livre de notre ami Voxday, Probabilité zéro. Et ce qui est formidable dans ce livre, alors moi je suis plutôt dans l'approche scientifique, hein,
mais je me suis jamais posé la question de la vitesse à laquelle une espèce peut évoluer. Parce qu'on le constate, hein, on a vu, depuis le 19e siècle, on a pu constater que des espèces changent parce que l'environnement change. Mais à quelle vitesse? Et est-ce qu'on est capable d'aller de nos ancêtres pithécanthropes ou que sais-je à l'être humain en seulement une dizaine de millions d'années? Donc, Voxday a pris le travail d'un point de vue mathématique. Alors le livre est tout à fait lisible, hein, mais il y a pas mal de formules mathématiques et lui a fait les calculs pour vous et il montre comment enfin voilà, comment la fixation des gènes, comment différents débats aussi l'ont amené à prendre des calculs de mutation. Alors il ne nie pas le processus de sélection sexuelle, par exemple. Il essaie simplement de dire que, et il démontre, à mon avis, avec des chiffres qui sont, avec des formules, avec des calculs qui sont ouverts, et donc pour toutes les scientifiques, euh, tous les scientifiques peuvent prendre ce livre et débattre ensuite et refaire les calculs éventuellement. Eh bien, il montre que selon la théorie que l'on connaît aujourd'hui des variations génétiques, eh bien, c'est pas possible. On va pas assez vite. Alors, c'est quelque chose qui était, certains en avaient parlé, mais lui est allé dans les calculs. Donc, voilà, en fonction des fixations bénéfiques, des fixations pas bénéfiques. Et en fait, il démontre, il en arrive à la conclusion qu'il y a un autre processus en jeu, et cet autre processus mérite d'être cherché. Et donc, c'est un livre capital pour tous ceux qui parlent sans connaître, ou qui aimeraient en parler, ou qui aimeraient comprendre l'évolution. Alors, je vous le conseille en tandem avec le livre de Darwin, mais c'est un livre qui nous choque et qui nous fait du bien. Alors, on va passer, avant de passer au roman, on va parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui est un livre de Jean Robin, Les 20 ans de la dissidence. Jean Robin est un auteur qui s'est exilé à Tahiti, je crois, et qui a marqué justement la dissidence en France. Alors, j'ai trouvé génial dans ce livre, alors son démarche est simple, c'est que puisqu'il a fait partie d'une certaine manière en tant que journaliste de la dissidence, certainement ce n'est pas quelqu'un qui a des propos politiquement corrects, depuis le tout début, eh bien, il a retracé sa rencontre et l'histoire de la dissidence en France, dans laquelle il a pu côtoyer et discuter toutes sortes d'auteurs, de Renaud Camus, à Alain Soral, à moi-même, même si je ne sais pas si je suis quelqu'un de très dissident. Je ne suis pas conformiste, ça c'est clair, et je ne suis pas dans le politiquement correct. Et voilà, des gens comme Asselineau, comme jusqu'à la création plus récente je sais pas, d'Omerta, de Toxin et de médias indépendants. Et donc, sur ces 20 ans, il retrace qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui était plutôt Vincent Lapierre, Pierre-Yves Rougeron, tout le monde y est. Et voilà, Conversano, Teddy Boy RSA, qui a une fixation sur les juifs, qui a une fixation sur je sais pas, les jésuites, les francs-maçons, etc. Et c'est très intéressant parce que déjà, le temps passe vite et ça nous permet de nous situer un petit peu dans quelque chose qui a en fait marqué l'histoire de France. Et si vous êtes français ou si vous êtes simplement intéressé par l'histoire, c'est un livre, d'ailleurs personne ne fait ce travail, c'est dommage, ou on le fera dans longtemps. Eh bien lui, il l'a fait tout de suite, après 20 ans, et ça nous permet de ne pas oublier qui a fait quoi et qui a marqué ce temps. Alors on peut ne pas être d'accord avec les appréciations de Jean Robin sur, par exemple, Alain Soral ou d'autres, mais peu importe. C'est un livre qui vaut la peine. Voilà, je prends par exemple ici, voilà, il y a eu Étienne Chouat, Francis Cousin, Pierre Cassel, Christine Tassin, Lucien Cerise, Pierre Jovanovic. C'est des gens qui ont marqué, hein. Et donc c'est un livre qui est qui est génial. Alors là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ça nous montre aussi comment nous, en tant que lecteurs, moi, même en tant que minuscule acteur cité dans ce livre, on a pu aussi changer d'avis, parfois pour revenir au point de départ, parfois pour évoluer ou pas, justement.
l'esprit aussi évolue et les idées aussi évoluent. Et donc c'est un livre qui est je trouve, indispensable. Et en plus, il est facile à lire, il est chouette, il est drôle parce que, voilà, il y a quand même des personnages dans ce monde. Donc, Les 20 ans de la dissidence, un excellent livre de Jean Robin que vous pouvez trouver facilement. Alors, on va commencer par quelque chose de moche. On va commencer par quelque chose de moche. Un excellent livre. Alors, je n'ai pas encore reçu le livre. Je l'ai commandé pourtant. Je n'ai pas encore reçu le livre en format vendu sur Amazon, mais j'ai le script original. J'ai le script. Parce que l'auteur. C'est quoi son nom de plume déjà RH. Je le connais personnellement, évidemment. M'avait envoyé le manuscrit originel. Ce livre s'appelle Bande de porcs. C'est un livre génial, très bien écrit et horrible. Horrible. Et donc, il faut le lire parce qu'il nous plonge dans le milieu, un milieu que j'ai évidemment jamais voulu étudier de près ou de loin parce que d'abord j'aime bien rester en vie et ensuite parce que c'est juste au-delà de ma tolérance, le milieu de la pédocriminalité organisée de réseaux dans la haute société, bien que ça touche également des rabatteurs plus bas dans la société. Alors, il décrit une enquête policière dans ce monde-là, et ce qui va nous mener dans le monde des réseaux qui trouvent les jeunes enfants, dans les réseaux qui les consomment, beaucoup de politiques, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens haut placés dans les fonctions de l'État. Et il décrit une enquête qui découvre l'enfer, l'horreur de plus en plus loin. Bien qu'il écrit avec talent et avec humour, c'est assez dur à lire par moments, mais c'est un livre que je vous conseille. Alors évidemment, il est sous format livre, donc Bande de porcs, en plus le titre est génial, à lire absolument. Et alors on sait que les romans, c'est difficile d'en dire plus. Par exemple, Gaïa 2 de Richard Dana, je pense, premier tome d'une série. C'est difficile de décrire l'histoire de Zach, ingénieur dans un de ces dômes dans lesquels l'humanité fait des expériences sur la longévité et la capacité à vivre de manière autonome pour se préparer à un jour coloniser l'espace. Et Zach découvre des anomalies. Zach est traqué, si on veut, surveillé par Olga, qui peut-être est un agent double, peut-être est un agent triple, mais de qui? Pourquoi? Et Zach va essayer de découvrir quelle est cette anomalie, et en découvrant des messages qui ne devraient pas être là, va se poser des questions sur sa vie, sur qu'est-ce que c'est que ces dômes, ces Gaïa 2, qu'est-ce que c'est que ce projet Gaïa 2, et de quoi il s'agit en réalité. Et il va nous mener sur des projets des élites, des projets d'eugénisme, des projets de sélection naturelle justement assez troublants. Mais évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, simplement que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Il se lit en une journée sur la plage, 2 jours, allez. Voilà, il vous fera amener sur la dystopie et sur la signification du chiffre 67. Autre livre, alors beaucoup plus rigolo que celui que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas un livre, c'est une bande dessinée exceptionnelle. Marceau et Laurent Berton, Objectif 2027. Il y avait déjà eu un film allemand où nous avions... Comment il s'appelle? Lui, si je dis le nom, on va encore me censurer la vidéo, revient à Berlin à l'heure actuelle et reprend le commande parce que ses talents de politicien sont assez forts. Eh bien, c'est un peu la même idée qu'a eu Marceau et Laurent Berton, le candidat imprévu qui arrive en France pour les élections de 2027. Et évidemment, Marine Le Pen, Macron, Mélenchon ne sont pas contents parce qu'il leur pique des votes. D'abord, il va constater le triste état de la France et de Paris en 2027. Et le livre, enfin la bande dessinée, mais au-delà des dessins qui sont toujours
très très drôle, euh, et tout à fait dans l'air du temps. Voilà, notre ami, revenu en 2026-2027, va voir s'il peut non, devenir président. Après l'Allemagne, pourquoi pas essayer la France? Après tout, c'est un pays ravagé, c'est un pays qui mérite un leadership puissant. Et donc, il constate la réalité de la France. C'est où les photos? Voilà. Donc vous imaginez bien à quel point c'est une punition. D'ailleurs, c'est pas impossible que ce soit une punition du diable de l'envoyer en France. C'est-à-dire que l'enfer pour Adolphe, c'est d'être réincarné en France en 2027. C'est vous dire. Et donc il va rencontrer tout l'espace médiatique. Il va euh, il va rencontrer les différents partis politiques parce qu'il faut bien qu'il s'encarte quelque part. Alors, il va rencontrer la France Insoumise, il va rencontrer le Rassemblement National, il va rencontrer Brigitte. Euh, Franchement, c'est du très très grand art, c'est du très très grand Marceau. Et c'est extrêmement provocateur, et donc j'adore. Et donc, il faut les soutenir. Achetez-les. Abonnez-vous aussi à La Furia. Ils ont des problèmes de censure. Et donc, il faut les soutenir. Euh, on va continuer toujours avec Laurent Berton. J'ai lu son dernier roman, il date de l'année dernière, mais enfin, De boue et de sang, il nous amène dans la France de la guerre de Cent Ans, de Azincourt à la prise d'Orléans par Jeanne d'Arc, La Hire et tous ses compagnons. Il nous amène de la Picardie à la Normandie, à la Lorraine, euh, où la France est écrasée et presque envahie d'un côté par les Anglais, d'un autre côté par les Bourguignons. Et vous avez un jeune paysan, fils de paysan, qui, lors d'un voyage à Paris pour vendre une vache, eh bien, va partir en vrille, ne va pas gérer ses pulsions et va être projeté dans cette histoire qui est en train de se jouer sur une trentaine d'années. Et il va évoluer euh, d'apprenti boucher à chevalier. Et oui, l'ascenseur social, ça existait au Moyen Âge. Et il va combattre, guerroyer pour Jeanne d'Arc, pour La Hire, pour ces grands personnages qui ont marqué l'histoire, pour le roi de France. Et à travers tous d'abord les défaites à Azincourt, puis les victoires avec Jeanne d'Arc, puis le choc de la capture et du jugement de Jeanne à Rouen et de son supplice, et puis ensuite la guerre qui continue face aux Bourguignons, les accords, la guerre qui consume tant les riches que les pauvres, les nobles que les manants. Et c'est un livre de boue et de sang, et de foi, de, de combat, mais aussi de vie au quotidien, de discussions avec des vieux moines, des druides qui sont un peu louches, mais bref, des personnages attachants, très bien décrits, et qui nous amènent peut-être avec un langage moderne dans la France, ou peut-être à son pire moment, enfin jusqu'à maintenant. Je pense qu'aujourd'hui la France est bien pire, on risque de mourir en 1415. Et bref, c'est en plus très très bien écrit. J'avais noté des morceaux. Euh, voilà, le traité qui mit fin à la guerre civile fut signé le 21 septembre, une semaine après la mort de Bedford. Nous revenions tout juste d'une chevauchée en Normandie. Charles VII reconnaissait l'indépendance de la Bourgogne et le duc la légitimité du roi. On a traversé le pays jusqu'à Tours pour assister à la ratification du traité avant de fêter ça dans la grande salle du château sur la rive de la Loire. Ma première déception royale, la cour, la vraie, le grand jeu, des estampes partout, des bougeoirs immenses, porcelaine et grande soie, autant de lévriers que de princes. Chaque pièce de vêtement devait coûter un cheval, chaque service un bateau. Tant de mets si extraordinairement dressés et épicés. Pas si mal en point le trésor. J'ai trouvé l'ambiance un peu étrange. Le bâtard et d'Alençon boudaient le traité. La reine-mère venait de mourir. Je n'en ai pas trouvé le roi plus traumatisé que ça. Il manquait aussi la reine, enceinte. Mais les dames, nom de Dieu ces dames, des monuments de pompe et de beauté.
Sous mes atours déjà lourdement démodés, j'ai adopté la stratégie du gars sans manière. Ne pas bouger, ne pas baffrer, parler le moins possible, résister à la tentation de picoler, ne pas botter le cul d'un lévrier, même pas celui qui me reniflait l'entrejambe. Se laisser bien sottement stupéfier par tout ce qui se racontait. Si un gars dans cette salle devait dire une connerie rédhibitoire ou avoir la crotte au nez, ce serait bien moi. Donc voilà, un exemple de notre ami la hache qui passe à la fin de sa vie, enfin plutôt à la fin de sa carrière, dans le château du roi. Et, bref, une histoire épique, petite histoire qui rejoint la grande, qui est très 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 intéressante. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, parce que j'ai encore beaucoup de livres à vous parler, encore un livre très intéressant et qui vaut la peine d'être lu, c'est American Food de notre ami Gilles Lartigot. Je l'ai interviewé récemment. C'est un livre qui se lit vite, qui se lit bien. C'est un livre qui nous parle de l'invasion de l'Europe et de la France particulièrement par la bouffe américaine, et l'invasion commence sur les plages de Normandie avec les GIs qui débarquent, avec le chewing-gum, avec plein d'idées. Et puis il va nous amener sur voilà, le changement de nos habitudes alimentaires, qui ne sont pas que l'œuvre des Américains, hein, notamment par la création, par exemple, des restos-routes, et puis petit à petit de la nourriture sur le pouce, hein, qui se développe. McDonald's, bien sûr, l'entrée dans les écoles, l'entrée par les céréales du petit déjeuner, et comment, par la nourriture, nous avons changé notre mode de vie. Donc c'est un livre que je vous conseille. Il est tout à fait accessible. Je ne sais plus combien il coûte, mais quelques euros. En tout cas, c'est un livre à lire vraiment intéressant. Moi, c'est un livre que j'ai offert à mes enfants. Je veux qu'ils comprennent. Ils sont bien nourris et ils sont super fit, mes gosses. Et donc, je suis assez content d'avoir réussi peut-être chez eux ce que je n'ai pas encore complètement réussi chez moi. Je vous conseille aussi de lire mon livre, gros, là, qui est là, qui vous explique aussi comment choisir de la bonne nourriture et un bon mode de vie. Néanmoins, American Food de Gilles Lartigot est un livre absolument à lire et que je vous conseille. Ensuite, parce que, avant de terminer, dans la deuxième partie, on va parler de libéralisme, on va parler aussi des mercenaires de Wagner, on va parler de la Rhodésie. Pour nos amis français, on va parler de votre présence en Centrafrique. Et d'encore quelques autres livres, dont un autre livre de Jean Robin, la Juliomanie. On va parler de la biographie de ma prof que j'avais aux États-Unis. On va parler de pornographie avec la sociologie du harder et encore d'autres choses. Mais avant, on va finir cette première partie de conseils de lecture avec un livre que j'ai trouvé très bien écrit et très simple parce que justement, il va à l'essentiel. C'est un livre de Stéphane Bussière, C'est la crise, investissez. Un livre qui va vous apprendre comment bien gérer votre argent, surtout en temps de crise. Or, nous sommes en temps de crise permanente depuis presque une quinzaine d'années. Et au lieu de subir, agissez en choisissant vos actifs et vos investissements de bonne manière. Donc, c'est un livre qui est accessible, qui est facile à lire. Il rend simple l'explication de qu'est-ce que ça veut dire les différents. Qu'est-ce que c'est que l'immobilier, qu'est-ce que c'est que l'or, qu'est-ce que c'est que la bourse, qu'est-ce que sont les obligations, qu'est-ce que sont les actions. Quelqu'un qui ne connaît pas très bien, il va pouvoir apprendre ça très très bien. Il y a quelques graphiques qui montrent aussi l'évolution au fur et à mesure des années. Attention, le passé n'est pas une garantie du futur. Et en tout cas, c'est un livre qui est vraiment très très bien et qui se lit vite. En plus, voilà, pour 20 €, 21 €, vous avez une très très bonne explication de comment investir. Et je vous conseille donc ce livre. Et en tandem avec ce livre, mais parce qu'il faut penser aussi à éduquer, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et pour cause, éduquer nos enfants à la finance. C'est cette série de livres écrits par un Britannique qui s'appelle Clive Thompson, qui s'appelle Little Trot. Et il y a alors ils sont en anglais, malheureusement, j'espère qu'ils seront traduits un jour. On a des livres c'est des livres pour enfants, mais franchement, on peut les lire en tant qu'adulte.
où on a Little Trot qui va rencontrer toutes sortes d'investisseurs et qui doit apprendre à, dans le premier tome, économiser de l'argent. Dans le deuxième tome, va découvrir qu'est-ce que l'inflation. Ah ouais, ça c'est important. Dans le troisième tome, comment investir dans la bourse. Dans le quatrième tome, qu'est-ce que l'or. Et le cinquième tome, il va discuter avec les gobelins. Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours comme ça, les gobelins, qui sont en fait les propriétaires de sa maison. Et donc, c'est un livre, des petits livres. Alors, ils sont... vous le trouvez sur Amazon. Little Trot. Voilà, c'est facile. Ils sont géniaux. Ils sont donc à lire et à filer à vos gosses. On se retrouve pour la deuxième partie sur Patreon. Le lien est ci-dessous. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes vacances. Nous nous retrouverons ici sur YouTube fin août. En revanche, on ne prend pas de vacances sur Patreon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où vous pouvez vous inscrire évidemment gratuitement. Et vous pouvez accéder à du contenu que je crée depuis 6 ans maintenant. Et qui est pour la grande majorité, pour la plus grande partie, exclusive. Personne d'autre n'a accès à ce contenu. Et il y a des interviews, il y a énormément de conseils pratiques sur comment se préparer face aux événements difficiles que nous traversons et que nous allons traverser. Il y a aussi une partie payante, évidemment, pour ceux qui souhaitent me soutenir, où là, vous avez encore plus de contenu. Toutes les semaines, je fais à peu près 4 ou 5 publications par semaine. Certaines sont culturelles, d'autres sont écrites, d'autres sont en vidéo. On analyse ce qui se passe dans le monde, on analyse nos réactions, on analyse comment nous pouvons nous améliorer, on essaye d'aller plus loin. Et donc, c'est sur Patreon que ça se passe. À très bientôt. Je vous retrouve où, justement, nous ne prendrons pas de vacances. Moi, je ne prendrai pas de vacances sur Patreon, mais sur YouTube, oui. Donc, pour ceux qui restent sur YouTube, on se retrouve en fin août. Et ceux qui sont sur Patreon, eh bien, on n'arrête pas. Et vous pouvez vous inscrire gratuitement, hein, bien sûr. À très bientôt. Préparez-vous.